15 octobre 1989. Conversation avec Sujata. L'Exode. Sujata. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre. Le 15 octobre, Lakshmi Puja. Oui. Sujata, riant. Le jour de l'harmonie. Mais pour moi, cette nuit, ce n'était pas du tout l'harmonie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, moi, je le nomme maintenant The Exodus. Tout d'abord, ça commence avec vous et moi. Nous nous sommes trouvés dans une ville, pas une ville métropolitaine. Qu'est-ce que tu veux dire, pas une ville métropolitaine? C'est-à-dire pas comme Paris ou Calcutta ou Delhi, mais une ville quand même pas comme Madras, mais une ville. C'est-à-dire qu'il y avait de grandes rues goudronnées et de grands bâtiments. Mais il fallait quitter cette ville, et d'urgence. Oui. Alors, je ne sais pas qui nous avons envoyé pour appeler elle. Luc? Pour qu'il soit un des leaders de l'Exodus, parce qu'il fallait savoir où aller aussi, n'est-ce pas? Non seulement quitter la ville, mais il fallait aller quelque part. Bon, nous avons donc envoyé chercher elle et je ne sais pas qui d'autre. Et le temps que elle arrive, vous aviez déjà pris une partie des gens qui se trouvaient là et vous étiez sortis de la ville. Les routes étaient vraiment assez vides, les maisons étaient fermées, les fenêtres fermées, portes fermées, les trottoirs, personne. Vous avez pu emmener un certain nombre de gens avec vous. Je suis restée, probablement pour expliquer à elle. Et en fait, quand il est arrivé, j'ai dû lui expliquer. Je n'en ai pas le souvenir, mais lui aussi a commencé à rassembler les gens, et puis il y avait quelqu'un d'autre que je ne connais pas, et qui était aussi une sorte de leader. Un occidental? Je ne peux pas vous dire qui, quoi. Et tous les gens, d'ailleurs, qui restaient, que elle essayait de ramasser pour partir, je les ai vus. C'est curieux, maintenant que j'y pense. Ils étaient tous avec une sorte de pantalon et une sorte de coat, manteau, bleu foncé. Ah tiens, c'était bleu foncé, presque cette couleur, ce bleu-là. Oui, bleu foncé. Oui, et comme j'ai ça dans l'œil, je ne l'ai pas noté sur le moment, comme s'ils avaient des boutons en or sur leur manteau. Et ils sortaient d'ici, de là, etc. Mais entre-temps, vous étiez partis avec un grand nombre de gens et il ne fallait pas tarder. Je crois que c'est l'essentiel de ce que j'ai vu. Parce que après, ce que j'ai vu, c'est peut-être le subconscient qui s'est mêlé. Mais c'est comme si de grandes portes s'ouvraient et une ou deux ou trois, quatre personnes sortaient, qui n'étaient pas habillées de la même façon et qui me donnaient la sensation, dans le rêve, d'être des Gundas. Oui. Et ils essayaient de prendre l'un, l'autre, de se faire servir ceci, cela. Oui, les mettre à leur service. Les mettre à leur service. Et c'est là où elle avait des difficultés. Elle et l'autre, je ne sais pas qui était l'autre leader, je n'ai pas su, mais il y avait une confrontation. Non, ils n'arrivaient pas à être ensemble pour contrecarrer les Gundas. Les gens qui restaient n'étaient pas ensemble, assez cohérents pour faire face à ces Gundas. Oui, mais pourtant c'était des gens, tu dis, qui étaient habillés en bleu foncé. Oui, qui devaient suivre elle. Mais il y avait une division parmi eux. Et je ne peux pas vous répondre clairement parce que je n'ai pas compris.
Ou bien c'était le leader, Luc, qui ne pouvait pas, qui n'arrivait pas. J'ai plutôt l'impression que c'est le leader, Luc, qui n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans ses rangs ou... Ah. Ce qui s'est passé avec vous s'est passé très sans difficulté, n'est-ce pas? Les gens n'avaient pas eu le temps de venir, intervenir, ni quoi que ce soit. Vous avez pu partir avec ceux que vous avez pu ramasser, partir où vous deviez aller pour les sauver. Mais il restait donc Luc et un autre leader, c'est-à-dire qu'il devait y avoir 3 Exodus, n'est-ce pas? 3 parties qui devaient sortir. Oh, 3 parties. Et après votre départ, Luc n'était pas suffisamment rapide ou quoi, je ne peux pas dire. Mais le temps qu'il rassemble les gens, ces dacoïtes, ces Gunda, ces bandits ont eu le temps de sortir et faire des dégâts. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Silence. Mais ce qui est intéressant, ce sont ces gens vêtus en bleu foncé, avec des... C'est tout à fait la couleur des gens qui travaillent pour le prochain monde. C'est tout à fait ça. Qui travaillent ou qui ont une qualité particulière, qui fait qu'ils ont une possibilité pour le prochain monde, ou qui travaillent activement pour le prochain monde. Luc, c'est l'Amérique, évidemment. Eh bien, l'Amérique, hein? Il y a pas mal de Gundas là-dedans. Oui, c'est bourré de Gundas. Mais curieusement, je ne peux pas vous dire si c'était des Occidentaux, des Indiens, des Chinois. Je ne peux pas vous parler de la nationalité des gens, d'aucun. D'aucun, oui. C'est probablement symbolique. C'est symbolique du monde en général. Silence. Eh bien oui, comme l'autre jour, mère me disait, l'incendie est partout. Qu'est-ce qui va être sauvé là-dedans? Comment ça va se déclencher? Je ne sais pas. Certainement, Mère et Sri Aurobindo dirigent leur action en fonction du nombre d'êtres que l'on pourrait récupérer, n'est-ce pas? Ils veulent récupérer au maximum, ou c'est-à-dire limiter les dégâts. Ils veulent récupérer au maximum. Alors ils conduisent les circonstances d'une façon mystérieuse que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui voit tout en même temps, et qui sait que, comme cela, de telle et telle façon, on peut récupérer ça et ça. Il n'y a que eux qui peuvent comprendre la totalité du scénario, mais ils conduisent certainement. Et il y aura certainement une purge, en italique, nécessaire. Mais quand? Comment? Eh bien, une purge, c'est bourré de Gundas, le monde. Mais oui, c'est plein de bandits. Et puis quand ce ne sont pas des bandits, ils collaborent joyeusement avec la mort, avec toutes les forces de la mort. Ils en vivent, même s'ils sont assez gentils et bien pensants. Mais pour les 3/4 des gens, leur business, c'est avec la mort. Silence. Mais enfin, le fait que l'on voit ces choses, ce que j'ai vu dernièrement, où l'incendie, cet incendie ou cette espèce de chaudron formidable, n'est-ce pas? Tout cela indique que l'on est de plus en plus proche de la matérialisation de cet événement, oui, mais proche, entre guillemets, hein? Oui, mais pour moi, il n'y a aucun doute que l'Inde est le centre de la difficulté terrestre, et c'est de là que ça doit partir, ou c'est là que se concentre vraiment toute la difficulté. En Occident, ils n'ont aucune racine nulle part. Il suffira d'un rien pour qu'ils soient dans la panique complète. Ils n'ont rien derrière eux ni sous eux,
ni rien sous leurs pieds. Ce n'est que du toc, n'est-ce pas? Toute leur mécanique formidable. Il suffira d'un rien pour que tout tremble là-bas. Mais ici, dans l'Inde, ma douce, ça a des racines si profondes, n'est-ce pas? C'est aussi la difficulté. Eh bien oui, c'est le centre de la difficulté. C'est là où les forces d'obscurité ont des racines les plus profondes et les plus innombrables. Et c'est là où il y a l'âme de la terre. Alors pour l'Occident, ce n'est rien de le faire trembler. Mais pour faire trembler l'Inde, tu sais, il en faudra beaucoup. Comme me disait Tata, j'ai ouvert de grands yeux là en 60, combien? Il est venu en 76, non? Et quand il est venu, je lui parlais de l'Inde. Je lui parlais de l'état que je trouvais épouvantable de l'Inde. Il me disait « Oh, vous ne connaissez pas l'Inde, cela peut durer des siècles. » Et oui, il connaissait mieux l'Inde que moi. Cela peut durer des siècles. Il y a des racines si profondes. Mais à l'allure où va le monde, cela ne peut pas durer des siècles. La terre même, je parle. Non. Cela pourrait durer des siècles en Inde, mais ils seront probablement étranglés ou cernés ou obligés par des circonstances extérieures à eux, tu comprends? Des circonstances économiques, financières ou autres. Globales. Oui, des circonstances globales qui les obligeront. Parce que l'Inde, tu ne feras rien à moins qu'on lui donne de grands coups de pied dans le derrière. C'est triste à dire. Oui, c'est la situation globale terrestre qui les obligera ou qui mettra le feu aux poudres, je n'en sais rien. Si toute l'économie occidentale croule, l'Inde ne peut pas rester indemne, n'est-ce pas? Économique et financière. Si tout leur système là-bas croule, nécessairement ici il y a des répercussions. C'est probablement comme cela que cela risque de se passer. L'Inde sera obligée, en italique. Si tu imagines que le scénario économique de l'Inde est bouleversé, alors là les gens commencent à bouger, n'est-ce pas? S'il manque de riz, s'il n'y a plus de transport, s'il manque de ceci ou cela, alors à ce moment-là, oui, les Gundas sortent. À ce moment-là, il faut savoir de quel côté on est. Silence. Un exode. Silence. Oh, il y aura un événement, un en italique. Mais de quel genre? Plus tard. Ce matin, nous avons parlé de cet exode. Oui. J'ai oublié de vous dire. Je suis restée pour Luc, mais en fait, j'aurais dû vous accompagner une partie du chemin. J'avais dû vous accompagner une partie du chemin et j'étais revenue pour pouvoir dire à Luc le chemin qu'il devait prendre. Oui. Alors, le chemin que j'ai gardé dans ma vision de ce bout de chemin, c'est qu'il y avait de la terre rouge, et ce n'était pas plain, c'est-à-dire qu'il y avait des routes un peu plus bas, et des terres un peu plus haut, un peu accidentées. On dit accidenté? Oui, peut-être. Oui, ce n'était pas une route égale. Non, ce n'était pas une route préparée, mais on pouvait y marcher. En terre rouge. Terre rouge, oui. Et tu étais revenu pour dire à Luc, indiquer à Luc le chemin qu'il fallait prendre. Oui, parce que lui, il venait d'ailleurs, n'est-ce pas? Il ne savait pas quel chemin vous aviez pris pour cet exode. Oui, j'avais oublié ce matin. Il n'a pas pu suivre le même chemin? Là où mon rêve a été arrêté, il était encore dans cette ville.
dans cette ville, oui, avec des Gundas qui commençaient à faire des dégâts à droite et à gauche. Oui, mais les Gundas aussi, assez tranquillement, ils prenaient l'un, ils prenaient l'autre. Ils n'allaient pas où il y avait une foule de ces... ou une masse de ces gens en bleu, vous comprenez? Oui, ils en prenaient un par ici, un par là. Oui, ils attrapaient des individus. Un peu, oui. Probablement, ils attrapaient ceux qui devaient être attrapés. Mais oui, évidemment, cette ville est symbolique. Et pourtant, je ne vous ai pas dit, cette ville avait des trottoirs cimentés et propres. Ce n'était pas plein de déchets, de ci, de là, de ceci, cela. Ce n'était pas sale, oui. Mais une ville déserte, les bâtiments fermés, les fenêtres, tout fermé, le silence. Oui. Silence de la mort. Oh. Bon. Eh bien, voyons. Silence. C'est un symbole, évidemment, mais quoi? Où? C'est un symbole général, probablement. Cela ne veut pas indiquer un pays particulier ou une espèce particulière. Oui, moi aussi, je sens que c'est un peu terrestre. Oui, c'est un symbole de la totalité. Probablement, ceux qui peuvent vous lire, vous comprendre, qui vous suivent, ont pu, vous, pas nécessairement vous, ceux qui ont un appel pour autre chose. Même sans comprendre Sri Aurobindo ou Mère ou Satprem, même sans comprendre ni savoir tout ça, ceux qui ont un appel, un quelque chose dedans qui appelle. « 19 octobre 1989. Delhi ne sera plus la capitale de l'Inde. C'est la capitale des envahisseurs et des fossoyeurs de l'Inde. 21 octobre 1989. Cette vie qui est constamment à se dérober sous les pieds. La mère et ma mère et les êtres aimés partis. Et alors cela vous oblige constamment à faire un pas en avant pour ne pas tomber en arrière. Si ce Rajiv Gandhi était réélu pour 5 ans, ce serait un signe assez terrible, et peut-être bien assez terrible pour tout le monde, pour le monde. Soir, si nos lois physiques existaient, étaient réelles, je serais certainement mort depuis longtemps, écrasé. Je puis dire, expérimentalement, que toutes nos lois, tout en italique, physiques sont fausses, ou elles ont une fausse réalité. C'est la fausse réalité qui saute. Mais alors, le monde, c'est tout à fait comme cette montagne écrabouillée par une puissance silencieuse que j'avais vue il y a presque 10 ans. Mais, en italique, au bout, il y avait un tremblement de terre. Les hommes n'en savent rien, mais nous sommes en pleine apocalypse. 22 octobre 1989. Pendant quelques minutes, ces masses fluides que je ne m'explique pas, comme si le corps devenait fluide, gonflé d'air. Cela paraît édénique au milieu de cette ferraille. 23 octobre 1989. On subit des choses tout à fait impossibles pour un corps. The Congress must be defeated. Le Congrès doit être battu. 24 octobre 1989.
La seule question que vous pose la vie, c'est la mort. Est-ce que c'est la résistance de mon corps ou la résistance de la terre? C'est probablement la même chose. Alors, il n'y a qu'à faire le tuyau, comme disait Mère, jusqu'à... Il n'y a rien de plus universel que la matière, M majuscule. Un atome d'ici se reconnaît jusqu'à la 25 millième galaxie et communique immédiatement comme un seul corps. Il n'y a pas besoin de téléphoner à ses doigts de pied. Alors, ce tuyau téléphone, entre guillemets, peut-être à toute la matière et lui annonce l'arrivée d'une vie nouvelle. V majuscule, N majuscule. Soir. C'est un écrasement si fou, si fou. Lettre à Claude Brun. Frère Claude, tes lettres ou tes appels me touchent toujours. Tu es un frère. En bref, en très bref, voici la situation corporelle. Je me rends compte qu'en 3 minutes, même 3 secondes, de cette foudre, entre guillemets F majuscule, tout ton travail serait démoli. Évidemment, c'est une autre énergie qui veut se servir des vieux circuits. Mais tu n'es pas seulement l'acupuncteur, entre guillemets. Tu es Claude, tu es mon frère. Et j'aimerais te voir, même si l'acupuncture ne peut rien à la situation. Mais il y a un autre mais. Pour être véridique, mon corps est tout à fait épuisé, sans la moindre énergie vitale. Je marche avec une autre énergie, et semble-t-il, cette autre énergie épuise le vieux corps et le brûle. Alors toute rencontre me fatigue. C'est plus qu'une fatigue, c'est un épuisement. Parler est presque impossible. Que faire, Claude? J'aimerais pourtant te voir. Mais comment puis-je te dire de venir simplement pour te serrer dans mes bras? Et quelques minutes. À toi de décider. C'est la situation actuelle en italique. Je ne sais pas comment ce sera dans 2 mois. Pour moi, c'est si loin. Je vis d'un jour à l'autre sans savoir comment je vivrai demain. Voilà. Je t'aime et je t'embrasse. Ça te prenne. Ce que je me demande, c'est si cette autre sorte d'énergie n'est pas faite pour fabriquer une autre sorte de corps. Mais comment sera la transition? C'est un mystère. Parce que cette énergie, E majuscule, n'améliore, entre guillemets, pas le vieux corps. Au contraire, du moins pour le moment. C'est peut-être un mur à franchir pour tout le monde, en italique. 25 octobre 1989, jamais subi une agonie pareille. On est broyé.